Hélène Dieppe, je suis la dirigeante du groupe Prium, qui est un écosystème pour entrepreneurs. Donc nous avons plusieurs sociétés, dont Prium Portage, qui est une société de portage salarial. Aujourd'hui, nous allons traiter les différents statuts juridiques lorsque vous souhaitez créer votre entreprise ou entreprendre. Et nous allons faire un petit zoom sur le portage salarial, qui est une alternative aussi à la création d'entreprise. Alors, lorsque vous créez votre entreprise, il faut se poser les bonnes questions pour choisir son statut. Tout d'abord, souhaitez-vous créer une entreprise seule ou à plusieurs? Donc là, vous avez différents types de statuts, l'entreprise individuelle, l'EURL qui est l'entreprise unipersonnelle de la SARL, où vous êtes plusieurs associés, la SASU qui est l'entreprise unipersonnelle de la SAS avec plusieurs associés, et la SA. Donc en fonction des réponses que vous allez apporter à ces questions-là, vous allez faire le choix de votre statut. S'agit-il d'un complément de revenu? Donc, l'entreprise individuelle ou la micro-entreprise est un sous-régime de l'entreprise individuelle, est intéressant. Pour le reste, non. Votre activité nécessite des investissements importants qui ne peuvent pas être réalisés par autofinancement. Dans ce cas-là, vous allez plutôt choisir pour la création d'une SARL ou d'une SAS. Si vous avez un patrimoine personnel à protéger, nous allons plutôt partir sur la création d'une société et non pas l'entreprise individuelle qui est un statut très peu protecteur. Nous allons faire le point tout à l'heure. Souhaitez-vous garder un total contrôle sur votre entreprise? Donc dans ce cas-là, on sera plutôt sur une entreprise unipersonnelle ou l'entreprise individuelle. Et avez-vous une stratégie de revente de votre entreprise? Donc l'entreprise individuelle, c'est vous et l'entreprise, vous êtes la seule et même personne. La constitution et le fonctionnement sont très simples. Pourtant, vous avez une responsabilité illimitée, c'est-à-dire que tout votre patrimoine personnel et professionnel sont confondus. Vous ne créez pas une société à part, vous ne créez pas une personne morale à part, d'accord? L'entreprise individuelle et vous-même, vous êtes la même personne. Cependant, le logement principal est insaisissable et l'État a créé le régime de l'URL, qui est un nouveau régime pour protéger votre patrimoine personnel. Il faut donc affecter un patrimoine, dit patrimoine affecté, et les créanciers professionnels ne peuvent poursuivre que le patrimoine affecté. Et par contre, les autres créanciers qui sont l'État, ils peuvent aussi vous poursuivre sur votre patrimoine personnel. Donc, l'entreprise individuelle est quand même un statut très peu protecteur. Maintenant, la micro-entreprise est un sous-régime de l'entreprise individuelle. Donc, pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, il y a plusieurs aspects. Déjà, il faut que le seuil de votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 70 000 € hors taxes pour les prestations de services et 170 000 € pour les activités de vente et de marchandises. Donc, si vous dépassez les 70 000 € hors taxes, vous perdez le bénéfice de la micro-entreprise et vous restez au régime de l'entreprise individuelle. D'accord ? Les avantages sont multiples. Vous avez une comptabilité qui est simplifiée. L'imposition est simplifiée puisque vous êtes imposé sur l'impôt sur le revenu. Et les cotisations sociales sont simplifiées. Les cotisations sont à 22%. Et lorsque vous avez l'aide à la création d'entreprise, vous commencez à 5%, 5,5%. Les inconvénients, donc la micro-entreprise, dès que vous dépassez le seuil des 70 000 € de chiffre d'affaires, vous n'êtes plus cotisé, vous ne bénéficiez plus de l'exonération sociale, donc vous passez de 22 à 45% de cotisation. À partir de 33 200 € de chiffre d'affaires, vous devez facturer avec la TVA. En micro-entreprise, jusqu'à ce montant-là, jusqu'à ce seuil, vous facturez hors TVA. L'imposition forfaitaire, c'est-à-dire le pourcentage sur le chiffre d'affaires, ne vous permet pas de passer en charge vos frais professionnels. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. En micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire en charge vos frais. D'accord ? Donc si vous avez beaucoup de frais, ce n'est pas un statut qui est adapté. Et le maintien des ARE est difficile puisqu'il est calculé par rapport aux recettes encaissées et déclarées. Donc, vous, en tant que micro-entreprise, vous ne pouvez pas prévoir en avance en fait, le chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Alors, la société, donc c'est différent. Ce n'est plus une entreprise individuelle, c'est une personne morale que vous allez créer et c'est une personne morale distincte juridiquement de vous.
Donc, il va déposer de son propre patrimoine et tous vos biens personnels sont donc protégés. D'accord ? Donc, vous risquez au pire de perdre le capital social que vous avez placé dès le départ. Vous agissez au nom et pour le compte de la société et il y a un certain nombre de formalismes à réaliser, comme la rédaction de statuts, les assemblées générales, ordinaires, extraordinaires. Vous devez créer donc les statuts sociaux. Le statut social du dirigeant dépend de la structure juridique choisie. Ça, on en parlera tout à l'heure, mais c'est extrêmement important dans le choix de votre société. Soit vous créez une SASU et vous êtes président, donc vous êtes assimilé salarié et vous pouvez avoir des bulletins de salaire. Soit vous créez une EURL, donc là vous êtes gérant et vous êtes travailleur non salarié, donc sans bulletin de salaire. Vous avez obligation de domicilier votre société, donc d'avoir un siège social, d'apporter un minimum d'argent ou de biens, qui est le capital social. Vous avez une obligation de désigner une ou plusieurs personnes pour administrer ou représenter la société, donc c'est vous, les dirigeants, le ou les dirigeants. Et vous avez obligation de consigner dans un contrat les règles qui régissent le fonctionnement de la société, donc ce sont les statuts. Et bien entendu, vous êtes dans l'obligation d'avoir un commissaire en compte si vous dépassez des certains seuils, mais avec la loi Pacte, le seuil a été réévalué de façon considérable. Alors, au niveau des statuts, voici un petit comparatif. L'entreprise individuelle, vous n'avez pas de capital social minimum à mettre. Pour la SARL, l'EURL, c'est assez libre. La SASU et la SAS, c'est libre également. Et pour la SA, c'est 37 000 €. Moi, je conseille toujours aux personnes de mettre un minimum de capital social, 1 000 € par exemple, parce que c'est toujours bien de présenter une société avec un capital social par gage de sérieux vis-à-vis de vos clients et des banques. Le dirigeant, donc pour l'entreprise individuelle, c'est vous. Pour la SARL ou l'EURL, vous avez un ou plusieurs gérants qui sont des personnes physiques. La SAS ou la SASU, le dirigeant peut être une personne morale, c'est-à-dire que la personne qui dirige votre SAS ou votre SASU peut être une autre personne morale, une autre SAS ou une autre SASU par exemple, ou ça peut être vous-même, personne physique. La SA, il y a un conseil d'administration. Bon, ça, on va passer rapidement parce que je pense que voilà, ce n'est pas votre situation aujourd'hui. La responsabilité des associés, c'est pour l'entreprise individuelle, vous avez votre patrimoine personnel et professionnel qui sont confondus. Et pour les sociétés, c'est limité aux apports. Et pour la responsabilité des dirigeants, vous avez une responsabilité, bien sûr, civile et pénale. Alors, pour l'impôt sur les bénéfices et puis pour le statut, le régime social du dirigeant. Donc ça, c'est une partie qui est assez importante. C'est ce qui va vous faire choisir, en fait, entre les différents statuts. L'entreprise individuelle, il n'y a pas d'imposition sur l'entreprise. Il n'y a pas d'imposition sur la société. Donc, vous êtes imposé directement sur le revenu. C'est pour ça qu'on déconseille pour un entrepreneur qui réalise un gros chiffre d'affaires de passer par l'entreprise individuelle. Pourquoi ? Puisque l'imposition sur le revenu est progressif, alors que l'imposition sur les sociétés est fixée. L'URL, vous pouvez choisir entre l'imposition sur le revenu ou l'imposition sur les sociétés. La SARL, c'est l'imposition sur les sociétés par défaut, sauf pour une SARL familiale. Donc, c'est-à-dire qui est détenue par plusieurs membres de la même famille. La SAS ou la SASU, c'est l'imposition sur les sociétés, mais vous pouvez opter pour l'imposition sur le revenu de façon temporaire. Et la SA, c'est une imposition sur les sociétés. Vous avez, au niveau du régime social du dirigeant, vous avez le statut travailleur non salarié, c'est-à-dire que vous ne bénéficiez pas de bulletin de salaire. Et donc là, c'est pour l'entreprise individuelle, l'EURL, si vous êtes gérant associé unique, ou si vous pouvez bénéficier du statut assimilé salarié si vous êtes un tiers. La SARL, si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire, vous pouvez être assimilé salarié. Par contre, si vous êtes majoritaire, vous allez être gérant. La SAS ou la SASU, donc là c'est mon cas, je suis présidente des sociétés et donc je perçois des bulletins de salaire et je suis assimilé salarié. C'est-à-dire, je cotise à tout comme un salarié classique, cadre, sauf au Pôle emploi. Donc, j'ai une cotisation retraite,
j'ai une prévoyance, j'ai une mutuelle d'entreprise. Voilà, je suis protégée comme tout salarié classique, sauf que je ne cotise pas au Pôle emploi. Et ensuite, pour la partie commissaire aux comptes, il faut que les bilans soient supérieurs à 4 millions d'euros, le chiffre d'affaires 8 millions d'euros. Donc ça a été vraiment augmenté suite à la loi Pacte. Alors, je suppose que vous avez tous un peu entendu parler du RSI, du SSI. On dit souvent que les sociétés n'arrivent pas à survivre au bout des 3 ans. Donc, la 3 ans, ce qui est un peu la période charnière. Pourquoi ? Parce que le RSI fait des calculs et fait des rattrapages sur les années N-2 et N-3. Donc, au bout de la 3e année, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à rattraper toutes les cotisations des années passées. D'accord ? Pour les travailleurs non salariés, donc c'est devenu le SSI qui s'appelle la sécurité sociale pour les indépendants. Mais le principe est le même, les échéances sont identiques, voilà, il n'y a pas vraiment de changement. 45% des revenus doivent être versés au SSI sous forme d'acompte et de régularisation. Donc il y a eu beaucoup de polémiques avec le RSI parce qu'il se trompe beaucoup. On a une difficulté pour contrôler aussi les calculs parce que c'est pas simple. Voilà. Donc en 2020, il y a des nouveaux interlocuteurs qui vont arriver. Donc c'est la CPAM et la CARSAT pour la Caisse d'assurance retraite et de santé et les URSSAF. Donc le calendrier, comment ça se passe ? De janvier à juin de l'année en cours, vous allez payer des acomptes basés sur les revenus que vous avez perçus N-2. C'est-à-dire là, on est en 2019. Vous allez payer des acomptes basés sur un revenu de 2017. En mai de l'année en cours, vous allez faire une déclaration de revenus de l'année 2018. Et de juillet à décembre de l'année 2019, il y aura un nouvel échéancier sur la base de l'année 2018 avec un rattrapage par rapport à ce que vous avez versé, plus la régularisation entre 2016 et 2018. Donc là, c'est le calendrier du SSI. Alors, juste pour vous donner, sans rentrer dans le détail, les 2 premières années sont forfaitaires, donc vous n'avez pas à payer grand-chose. La 3e année, vous allez rattraper. En 2016, vous faites un chiffre d'affaires à 60 000 euros, vous allez payer 40 500. Pourquoi ? Parce que vous allez rattraper sur les années précédentes. Et en 2017-2018, vous ne percevez pas de chiffre d'affaires, vous allez quand même payer des cotisations parce que vous allez rattraper sur l'année N-1, N-2 et N-3. D'accord ? Donc, ce que je conseille toujours, c'est qu'il faut toujours mettre de côté 50% de vos revenus que vous allez utiliser pour payer le RSI, parce que ça équivaut à 45%. Donc, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. On va vous donner, je vais vous expliquer un peu la différence. Alors, les bénéfices sont taxés au titre de l'impôt sur le revenu sur la base de l'activité même, quelle que soit la rémunération versée. Donc là, c'est le cas pour l'entreprise individuelle, le URL ou la SARL familiale. Pour le reste, c'est principalement de l'imposition sur les sociétés. Concernant l'IS, les bénéfices sont taxés au titre de l'IS. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes assimilé salarié, donc vous avez une fiche de paye. Donc vous allez payer de l'imposition sur le revenu sur la base de votre fiche de paye, ce qui est normal en tant que salarié. Donc vous payez votre impôt sur le revenu. Et votre société paye l'IS. D'accord ? Alors, il faut que le capital de la société soit entièrement versé par les associés et soit détenu par 75% par des personnes physiques. Et dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'exonération. Pour les premiers 38 120 premiers euros de chiffre d'affaires, l'IS est à 15%. Entre 38 120 euros de bénéfices, l'IS est à 15%. Les 38 120 euros de bénéfices jusqu'à 500 000 euros, l'IS est à 28%. Et au-dessus des 500 000 euros de bénéfices, vous avez une IS à 31%, mais c'est juste la part au-dessus. Et pour pouvoir bénéficier en fait de cette dégressivité, il faut, donc les deux cas, je le rappelle, c'est que 75% du capital social soit détenu par des personnes physiques et qu'au moment où vous créez votre société, il faut que vous ayez versé en fait le capital. Donc, lorsque vous créez
une société, par exemple une SAS ou une SASU, où vous êtes à plusieurs, vous mettez un capital à 10 000 euros, il faut que la première année, vous ayez versé en fait les 10 000 euros de capital, parce que vous pouvez les verser en plusieurs fois. D'accord ? Si vous ne versez pas les 10 000 euros la première année, vous n'allez pas bénéficier de cette exonération. Donc l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Donc pour l'impôt sur le revenu, vous avez par exemple 120 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez 20 000 euros de frais pro, et vous avez 100 000 euros de revenus professionnels. Sur les 100 000 euros, vous allez payer les charges, qui sont les charges SSI, donc RSI auparavant. Et sur les revenus professionnels, vous allez prendre vos revenus et payer l'impôt sur le revenu, sur la base de vos revenus. Concernant l'impôt sur les sociétés, vous pouvez faire un peu plus de choses. C'est-à-dire que là, sur les revenus professionnels, vous pouvez choisir de vous verser un salaire. Donc, ça va baisser votre bénéfice. Vous allez du coup payer l'IS sur vos bénéfices qui seront moindres puisque vous aurez passé des charges qui sont vos salaires. D'accord ? Vous allez payer du coup les charges sociales qui sont les charges salariales et les charges patronales. Vous allez être imposé sur les sociétés, donc sur votre bénéfice, et votre revenu imposable, la fiche de paye que vous êtes versée, vous êtes imposé sur le revenu. Donc il y a quand même un peu plus de possibilités d'imposition, de répartition, de réduire aussi notre bénéfice en prenant plus de salaire. Voilà. Alors, lorsque vous créez une société, vous avez des assurances qui sont obligatoires. Vous avez des obligations. Donc, tout d'abord, la responsabilité civile professionnelle. Quand vous exercez une activité, il faut avoir une RC Pro pour couvrir votre activité et pour réparer tout dommage que vous pouvez causer à autrui, chez votre client. Voilà. Une assurance multirisque professionnelle qui garantit vos locaux. Et une assurance des personnes qui est la mutuelle, qui est obligatoire pour les salariés. Donc, si vous êtes salarié de votre SASU, vous devez prendre une mutuelle pour vous. Vous avez des assurances qui sont optionnelles, qui est la perte d'exploitation. C'est suite à un sinistre, voilà, les inondations à Paris il y a quelques années. Vous pouvez avoir ce type d'assurance. L'assurance des personnes, la prévoyance, la retraite complémentaire. Là, ce n'est pas obligatoire, mais je conseille. Je conseille vivement aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer en URL ou en SASU d'avoir une prévoyance. Moi, je connais des amis qui ont eu des accidents de la route ou autres, et sans prévoyance, c'est assez compliqué pour les mois qui suivent, en fait. Et l'assurance chômage, en tant que dirigeant, donc si vous êtes président ou gérant, vous ne bénéficiez pas du Pôle emploi. Vous ne cotisez pas comme tout salarié. Donc, ça veut dire que si votre activité s'arrête, vous ne bénéficiez pas de Pôle emploi. Ça, c'est un point extrêmement important. Sauf qu'avec la nouvelle réforme qui est choisir son avenir professionnel, à partir de 2020, l'État permet aux entrepreneurs de prétendre à des allocations de 800 € par mois pendant 6 mois, sous 2 conditions. Que votre société ait réalisé un chiffre d'affaires de 10 000 € et que vous ayez liquidé votre société. Donc, liquider une société, c'est une liquidation judiciaire, c'est long, c'est coûteux, c'est compliqué. Et voilà, c'est l'aide au Pôle emploi, c'est 800 € par mois pendant 6 mois. Mais c'est quand même une aide, alors que jusqu'à présent, il n'y a pas d'aide. Lorsque vous créez une société, vous devez avoir une comptabilité. Donc, pour la micro-entreprise, tenir le journal des dettes, le registre des achats. Et lorsque vous créez une société qui est une SASU ou une URL, avoir un livre journal, un grand livre, un livre d'inventaire, le registre des immobilisations. Tout ça se fait de façon dématérialisée. Il ne faut pas acheter les cahiers, les gros cahiers verts ou les classeurs que moi j'ai fait quand j'ai créé mes sociétés, j'ai tout acheté. Non, ça ne sert à rien. Votre comptable va vous accompagner et tout est fait en dématérialisé. Vous devez déléguer la tenue de la comptabilité. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire votre comptabilité tout seul. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que ce n'est pas votre activité. Moi, je ne suis pas comptable. Je suis chef d'entreprise. Donc, je préfère faire appel à un cabinet d'experts comptables pour m'accompagner. Donc, ça coûte entre 150 et 200 € par mois pour une tenue de comptabilité. Ensuite, la clôture des comptes, c'est à peu près 1 000 € par an.
D'accord ? Et si vous voulez faire des fiches de paye pour vous ou si vous voulez salarier des personnes, c'est entre 15, 16 et 20 € par fiche de paye. Et ensuite, votre comptable peut vous accompagner pour rédiger tous les documents juridiques, tout ce qui est PV d'Assemblée Générale, enfin voilà, toute la partie juridique, les annonces légales et autres, et votre expert comptable peut vous accompagner. Ce n'est pas une obligation de passer par un cabinet d'avocats ou un cabinet de juristes pour vous rédiger toute cette documentation. L'expert comptable peut très bien le faire et ça sera moins coûteux. On va parler du portage salarial. Il faut oublier tout ce que je viens de dire auparavant, c'est-à-dire les 45%, le décalage avec le RSI. Voilà, c'est un peu différent. Le portage salarial, c'est un nouveau dispositif qui a été créé, qui est réglementé, qui est inscrit dans le Code du travail depuis 2008 et qui possède une convention collective depuis 2017. Donc, c'est un dispositif qui vous permet, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir exercer votre activité en tant qu'entrepreneur tout en bénéficiant du statut de salarié. Voilà. Alors, c'est une relation tripartite, c'est-à-dire que vous avez une mission que vous pouvez négocier avec un tarif forfaitaire, un tarif journalier ou un tarif horaire. Vous négociez la mission avec votre client, donc le contenu de la mission, le délai de règlement, voilà, ce que vous souhaitez facturer, le prix de la prestation. Nous, société de portage, on va signer avec vous et votre client un contrat de prestation et on va vous salarier chez nous avec un contrat de travail en CDI ou en CDD, cadre ou non cadre. D'accord ? Donc, du coup, c'est une relation tripartite. On facture à votre place votre ou vos clients, puisque vous pouvez exercer plusieurs missions ou avoir plusieurs clients dans le même mois. Et on va transformer ces honoraires perçus en salaire pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 50% du chiffre d'affaires hors taxe que la société de portage facture, c'est du salaire net pour vous. Le reste étant les cotisations salariales, cotisations patronales et les frais de gestion de la société de portage. Donc ça vous permet de vous décharger de tous les aspects administratifs. Vous n'avez plus de société à créer, vous n'avez pas d'assurance à prendre. Voilà, vous trouvez vos missions, vous prospectez et nous nous chargeons de toute la gestion administrative. Donc, c'est inscrit dans le Code du travail depuis 2008. On a le PEPS, qui est le syndicat professionnel des entreprises du portage salarial. Priam Portage fait partie du PEPS et nous faisons partie de la commission droit du travail. Nous participons activement aux différentes discussions. L'ordonnance du 2 avril 2015 et le décret d'application fixent le régime du portage salarial. Et nous avons une convention collective depuis 2017. C'est un dispositif qui est extrêmement publicité par les gouvernements, qu'ils soient plutôt à gauche ou plutôt à droite. Pourquoi ? Parce que c'est un dispositif qui permet de réduire le nombre de chômage. Et c'est un dispositif qui flexibilise un peu aussi le Code du travail sans le toucher. Voilà. Donc, ça permet aux seniors de pouvoir bénéficier du statut de salarié et de continuer à cotiser pour ses annuités. Ça permet de sortir en fait des chiffres, des statistiques du Pôle emploi en ayant des missions de façon partielle et de bénéficier du statut de salarié. Votre statut, alors ça s'adresse à plusieurs types de personnes. Vous êtes en activité ou en recherche d'emploi, vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, vous souhaitez tester une activité, vous êtes en micro-entreprise et là vous vous dites je vais atteindre les 70 000 € dans pas longtemps, j'ai pas envie de rester en entreprise individuelle parce que c'est quand même le statut le moins protecteur en France. Qu'est-ce que je peux faire ? Je crée ma société, je passe en portage salarial, donc c'est une alternative. Pour les jeunes actifs ou jeunes diplômés, pour les retraités actifs, parce que vous pouvez très bien cumuler, faire la retraite, cumuler la retraite emploi, et pour ceux qui sont aussi en reconversion professionnelle. Alors, quels sont les avantages ? La simplicité, vous n'avez aucune formalité de création d'entreprise. Toutes les obligations fiscales et administratives sont prises en charge par la société de portage. La société gère les factures, suit les règlements des clients. Et vous avez une sécurité financière puisque vous n'avez pas d'engagement de votre patrimoine personnel, vous êtes salarié. Vous avez un salaire versé tous les mois, indépendamment des règlements de vos clients. Ça, c'est une obligation. Toutes les sociétés portage ne le font pas, mais c'est une obligation légale puisque vous allez déclarer une activité.
nous, la société de portage, facturons votre client en fonction de votre activité, on doit vous verser un salaire minimum. Le salaire minimum fixé par la convention collective, c'est 75% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc, on l'a calculé, nous, c'est 14,6 € brut de l'heure. Les sociétés de portage ont l'obligation de souscrire à une garantie financière des salaires, en plus de l'AGS. On a l'AGS, la garantie des salaires que toutes sociétés de portage ont, et les sociétés de portage ont en plus l'obligation de souscrire à une garantie financière. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un dépôt de bilan, vous êtes assuré d'avoir votre salaire. Et vous êtes couvert par la RC Pro souscrite par la société de portage salarial. Les avantages sociaux, vous bénéficiez de l'assurance chômage, vous pouvez effectuer le cumul chômage et salaire, puisque votre contrat de travail est à temps partiel. Souvent, on me pose la question, je vais signer un CDI chez vous, mais comment je fais avec le Pôle emploi ? Je suis déjà inscrit au Pôle emploi, je touche mes droits. Vous pouvez très bien cumuler les deux. C'est-à-dire que vous allez déclarer au Pôle emploi le montant que vous avez perçu avec la société de portage, et le Pôle emploi vous complète. Et ce qui ne vous complète pas, ça repose vos fins de droits et vous recréez des nouveaux droits avec la société de portage. Pourquoi ? Parce que c'est un contrat à temps partiel. Vous bénéficiez de la mutuelle d'entreprise et vous cotisez au régime général, au régime de retraite des salariés. Vous bénéficiez d'un vrai contrat de travail en CDI ou en CDD à faire valoir pour un prêt, pour un logement. Vous bénéficiez de fiches de paye. Et puis ensuite, vous pouvez vous appuyer sur une structure d'experts pour toute la partie gestion administrative, sociale. On est là également pour vous conseiller sur tous les aspects contractuels vis-à-vis de vos clients, de négocier vos différentes clauses. Le monde de la prestation intellectuelle, ça fait un certain nombre d'années qu'on pratique. Donc, si vous avez aussi des questions sur votre tarif journalier, sur comment négocier votre prix, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous déléguez tous ces aspects administratifs et puis, bien entendu, les sociétés de portage font régulièrement des animations de réseau pour permettre aux portés de pouvoir travailler ensemble et de faire du business ensemble. En portage salarial, vous restez propriétaire de votre clientèle. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clause d'exclusivité ou de clause de non-concurrence. Vous pouvez très bien être salarié d'une société de portage et être salarié par ailleurs d'une autre société. Vous souhaitez quitter la société de portage, vous travaillez avec votre client directement. Il n'y a aucun problème, c'est votre clientèle. Et la transparence, 50% du chiffre d'affaires hors taxe facturé se transforme en net. Les 50% restants, ce sont les frais de gestion de la société, les charges patronales. Pour les cadres, c'est entre 45 et 47% du salaire brut. Et les charges salariales, c'est entre 20 et 21% du salaire brut. Et chez Prium, les frais de commission sont à 5 ou à 7%.